Aujourd'hui je vous fais le petit débrief de toutes mes lectures de janvier. Je voulais une vidéo assez légère. J'aime bien faire en sorte que les vidéos quand même soient un petit peu équilibrées d'une à l'autre. Parfois faire des vidéos essais, parfois faire des vidéos sélection plus légères, tout ça. Et je me suis dit que vous parler de mes lectures de ce mois-ci, ça serait une bonne idée, sachant que je suis assez fière de moi pour ce début d'année. J'ai rempli pas mal d'objectifs de lecture, même si, bon, si je devais vraiment les respecter totalement, je pense que je n'aurai même plus de temps pour dormir en réalité, mais il ne faut pas que je sois trop dure avec moi-même parce que si je reviens à un an en arrière en prépa, disons que j'avais pas vraiment le temps de lire la même quantité de livres, donc aujourd'hui je vais vous présenter 6 ouvrages que j'ai eu le temps de lire ce mois-ci. Il y a vraiment de tous les genres, de toutes les époques, de tous les pays, enfin c'est vraiment très varié. Donc je vous présente ça tout de suite. Avant que cette vidéo ne commence, je voulais vous faire un petit aparté parce que bon, j'ai oublié de le filmer avec le rush principal, mais je voulais vous parler d'une petite boutique, un petit small business qui m'a contacté il y a pas très longtemps et qui, si vous aimez la littérature classique, si vous aimez les petits goodies liés à la littérature, etc., pourrait à coup sûr vous plaire. La boutique s'appelle Milena's Bookshop et elle propose un tas de goodies, un tas de box, de sets liés avec la littérature. En l'occurrence, elle a eu la très grande gentillesse de m'envoyer sa box un peu mystère avec un livre et 3 autres goodies liés à la littérature. Dedans, il y avait ce magnifique petit marque-page de Jane Austen avec écrit The Complete Novels of Jane Austen. C'est tellement mignon, j'aime trop ce genre de petites choses comme ça. Un autre petit marque-page ici, on a également cette petite carte qu'elle m'a envoyée d'Emma, magnifique, et surtout dedans le livre, à savoir The Age of Innocence de Edith Wharton, qui est dans cette superbe édition et que j'adore. Je connaissais pas du tout cette édition là et en plus j'avais très envie de le lire, donc vraiment quand j'ai vu qu'elle m'avait envoyé celui-là j'étais absolument ravie. Il y avait également à l'intérieur un petit collier avec un petit livre, il est là du coup je peux pas vous le montrer, mais je vous ai fait des plans de toute façon pour vous montrer un petit peu tout le colis que j'ai reçu. C'était adorable et je la remercie énormément de m'avoir envoyé tout ça. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle m'a également donné un petit code promo à vous partager. Avec le code Mystery10, vous aurez 10% sur les Mystery Bags et les objets de la collection Blind Date with a Book. Disponible à la fois sur Etsy mais aussi sur son site internet. Je vous mets absolument tout dans la barre de description. Je pense que ça peut beaucoup vous plaire si de base vous êtes intéressé par tout ça. Et voilà, tout simplement, je vous laisse à la suite de la vidéo. Alors j'ai commencé le mois avec une lecture tout sauf légère, hein, c'était même plutôt totalement l'inverse, avec l'Utopie de Thomas More qui était dans ma pile à lire depuis très longtemps. Elle était, il me semble, dans ma liste déjà de livres à lire quand je suis entrée en prépa. Comment vous dire que bon, j'ai pris un petit peu de retard, mais je voulais quand même la lire parce que dans mon imaginaire, disons que c'était pour moi une lecture très légère et enfin très légère, qui parmi, disons, toutes les lectures philosophiques que j'ai envie de faire, était peut-être parmi celles qui étaient les plus accessibles, et effectivement c'est une œuvre philosophique qui est accessible, mais qui pour autant n'est pas si digeste que ça. Je vais pas non plus cracher dessus gratuitement. Est-ce que c'est la lecture philosophique la plus utile que j'ai faite ces dernières semaines, ces derniers mois? Je ne pense pas. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que c'est un immense classique, mais je pense que je vais quand même me tourner sur autre chose du côté de More parce que l'utopie ne m'a pas transcendée. En réalité, enfin, en même temps, je pouvais pas m'attendre à quelque chose de beaucoup plus différent, très descriptif. Au bout d'un certain moment, on a quand même un petit peu compris l'idée générale, l'intérêt de cette longueur qu'il met dans la description et qu'on peut justement rentrer en détail dans les choses, on peut rentrer en détail sur les aspects religieux, sur tout ce qui tourne autour de la luxure, les relations entre les habitants d'Utopia, leur manière de se marier, de travailler, de se divertir, enfin c'est vraiment, on rentre dans le moindre détail de leur vie. Mais c'est vrai que c'était quand même un petit peu long à lire parce que il se passe pas grand chose d'autre que cette description, donc comme tout humain, je pense, même qui lit pas mal, au bout d'un moment, on a envie de faire des pauses quand même. Donc cette lecture-là, je l'ai quand même pas faite toute seule, je lisais autre chose à côté, parce que sinon, je vous avoue que là, j'aurais probablement été en panne de lecture. Mais c'était quand même très intéressant, après tout, c'est un texte hyper important, l'utopie. De toute façon, il va falloir que je le fiche, parce que sinon, je vais tout oublier, et enfin, j'ai pas envie que ça soit une de ces lectures, vous savez, absolument pas mémorable, enfin, j'aimerais quand même en retirer quelque chose, un minimum, donc je le ficherai pour avoir un petit peu plus d'informations claires et précises, et voilà. Mais bon, c'était pas non plus la meilleure lecture de tous les temps, je vais pas vous mentir, en termes d'expérience en tout cas. J'ai enchaîné l'année avec Vie et survie d'Elisabeth Alpern de Karine Azan, chez les éditions Phébus, qui est donc une nouvelle sortie, hein, ça fait partie de la sortie littéraire. J'ai notamment collaboré avec eux pour ce début d'année, avec Phébus, pour justement parler de ces nouveaux livres et surtout de leur nouvelle édition, leur nouvelle charte graphique, puisque c'était une maison d'édition
à la base plutôt tournés vers des auteurs étrangers, ils reviennent plutôt au domaine français depuis quelques temps, et donc à l'occasion ils ont sorti pas mal de nouvelles œuvres d'auteurs et d'autrices françaises, dont Vie et survie d'Elizabeth Alpern, qui a été une très belle découverte. Honnêtement, ça a été vraiment une lecture très sympathique. Ça a été la meilleure lecture de ma vie, mais c'était quand même très divertissant, et j'ai été assez agréablement surprise de la plume de l'autrice qui écrit vraiment très bien. Il y a des passages magnifiques, enfin j'étais assez étonnée d'une plume aussi belle et juste. Pourquoi j'étais étonnée? Puisqu'il s'agit d'un roman, disons à l'origine, plutôt familial. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est scénariste qui va, après pas mal d'années de séparation et une relation pas forcément fusionnelle, retrouver sa grand-mère qui elle vit en Australie, qui s'appelle Elizabeth Alpern, et on va au cours d'un certain nombre d'événements, en apprendre plus sur son passé. Elle est notamment une survivante de la Shoah, et je ne vais pas trop vous spoiler, et de fil en aiguille, elles vont être impliquées dans une affaire qu'elles ont elles-mêmes créée, dans laquelle va majoritairement être en jeu la question de la vengeance par rapport aux crimes de guerre. En gros, sa grand-mère va l'amener dans les Alpes australiennes, et elle va rencontrer un homme qu'elle connaît depuis plusieurs années déjà, qu'elle va lui présenter, mais en réalité celui-ci n'est autre qu'un ancien agent de la Waffen-SS, et donc en fait elle-même a manigancé depuis plusieurs années tout un plan pour pouvoir le piéger, etc. Ça tourne en un thriller assez incroyable. En réalité, j'avais jamais vu ce genre d'histoire là, et ça mélange tellement les genres. C'est à la fois très drôle à certains moments, et la fin est vraiment très très bien. Donc bref, c'était une lecture très intéressante, et je suis très contente d'avoir pu travailler avec Phébus pour cette sortie, parce que elle était très enrichissante, et en fait je pense que je me serais pas forcément tournée sur cette histoire sans eux, donc super bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de théâtre, c'est faux, j'en lis quasiment une lecture sur deux maintenant, donc ce qui est génial, mais c'est vrai que j'avais quand même un peu envie là, après ces deux lectures, de me replonger dans du théâtre, et je me suis tournée vers Les Caprices de Marianne de Musset, que j'avais acheté au semestre dernier, puisque j'avais un cours sur le rire au théâtre tout simplement, et donc j'avais eu Il ne faut jurer de rien d'Alfred de Musset à lire. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas acheter d'autres pièces de Musset pour me construire une meilleure culture théâtrale de celui-ci. Et donc j'ai acheté Les Caprices de Marianne, je l'avais pas encore lu, je me suis dit que c'était une bonne idée, parce qu'en vérité c'est une pièce mais extrêmement rapide, vous la lisez vraiment en 1 heure. C'était pas mémorable. Pour être très honnête avec vous, c'était pas la pièce la plus dingue au monde. Je pense qu'il faut que je lise la préface, parce que j'en ai pas retiré grand chose, et la préface me paraît très très longue, donc j'ai pas trop compris. J'avais un peu la flemme de la lire, je vais pas vous mentir. C'était pas dingue. Je vais vous lire très rapidement quelques passages de la 4e, ça expliquera l'histoire bien mieux que moi. Marianne, une jeune napolitaine de 19 ans que sa mère a mariée à un vieux juge, n'a d'autre distraction que de se rendre à l'église plusieurs fois par jour. En chemin, elle rencontre son cousin Octave qui plaide la cause de son ami Coelho, trop timide pour déclarer son amour. Elle commence par le rabrouer, puis, par un revirement qui est un caprice, accepte d'entr'ouvrir sa porte à un amant. Mais lequel? La romance va tourner au drame. Bon, le résumé est assez palpitant, hein, on a très envie de découvrir cette histoire, pourquoi, qui, comment, voilà. En réalité, c'est une très petite pièce, effectivement, donc je trouve que les choses vont à une vitesse folle, et rien n'est marquant, rien ne m'a marqué dans cette pièce. C'est excessivement bien écrit, parce que Musset de toute façon a une plume géniale, mais aucun dialogue ne m'a particulièrement marqué par la profondeur de ce qu'il expliquait. Pourtant je pense que ça peut très bien résonner chez certains, mais pour moi ça ne m'a pas fait grand chose, au-delà effectivement des références et de l'écriture de Musset. Enfin ça, il n'y a pas à remettre en cause son grand talent de ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai pas été transcendée, quoi. Donc Les Caprices de Marianne, c'est... Je l'ai lu, voilà, je peux dire que je l'ai lu, effectivement, mais dans le genre, j'ai préféré Il ne faut jurer de rien, même si là on est plus sur une pièce, disons, traditionnelle, hein. Il ne faut jurer de rien, on est déjà dans le genre du proverbe, qui est un peu différent, mais comme je vous l'ai dit, j'aimerais lire la préface, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même tout aussi une assez belle réflexion autour de la jeunesse, l'adolescence, les premiers émois, etc. Donc à mon avis ça serait intéressant de me pencher là-dessus, et sur bien sûr les femmes, la sexualité et tout, donc pourquoi pas, si j'ai le temps je le ferai, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais je le ferai. Ensuite, ça a une très belle lecture aussi, tout autre registre, toute autre époque, tout autre auteur. J'ai lu le tout dernier roman de David Fuenquinos, Tout le monde aime Clara. Pas dans cette édition-là, parce que j'ai eu la chance de recevoir la version
service presse, donc c'est pas du tout la même version des éditions blanches. C'était une très belle découverte, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. C'était déjà un vrai privilège de pouvoir la lire un peu en exclusivité, et en plus demain je rencontre David Fuenquinos avec d'autres créateurs, donc ça va être juste génial, j'ai hâte de pouvoir en parler avec lui. David Fuenquinos, j'ai pas lu tous ses livres du tout, j'ai pas lu tous ses romans, mais je l'ai rencontré plusieurs fois à l'occasion de signatures qu'il a pu faire dans ma ville ou ailleurs, et c'est vrai que déjà c'est un auteur que je trouve absolument adorable. Il est tellement gentil, tellement accessible, tellement dans le partage vraiment de ce qu'il veut faire passer à travers ses romans, aussi dans ses rencontres et dans voilà, les interviews qu'il peut donner, etc. Donc c'est vraiment un auteur moi, que je prends beaucoup de plaisir rien que pour ça à lire, parce que je sais qu'il y a quelque chose de très honnête en fait chez lui, et en tant que lecteur c'est aussi sympa d'avoir cette connexion là, je trouve aussi à l'auteur quand on le connaît plus dans la vraie vie, même si vous comprenez ce que je veux dire, on se connaît pas personnellement. Donc Tout le monde aime Clara, c'est une très belle histoire qui, comme toujours chez Fuenquinos, implique un événement central assez traumatique pour beaucoup de personnages, mais un personnage en particulier qui va avoir une influence sur un entourage, des personnes qui vont elles-mêmes se sentir concernées. En fait, c'est de ça dont parle finalement Tout le monde aime Clara. Va nous faire rencontrer deux déjà personnages principaux, Alexis et Marie, qui sont les parents de Clara. Ils ont une histoire amoureuse assez compliquée, qui vont avoir cette fille, Clara, qui un jour va être marquée par un incident très grave, qui va notamment la plonger dans le coma, et en fait il va se passer un certain nombre de choses par rapport à cet événement-là qui vont marquer la vie de plein d'autres personnages, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi chez Fuenquinos, c'est la manière dont aucun personnage n'est laissé au hasard, aucun personnage n'est seulement un figurant de toute la trame. C'est hyper intéressant de vraiment plonger dans leur histoire, surtout dans leur passé généralement, pour mieux comprendre comment ils agissent dans le présent et dans la trame narrative principale. Moi je pense que j'ai préféré la dernière partie du roman qui se concentre sur un personnage en particulier qui met en avant surtout une problématique liée à la créativité, liée à la production artistique, que j'ai trouvé très comment dire, pertinente et qui a beaucoup résonné en moi. Il est sorti, il me semble, il y a 2-3 jours, à l'heure où je vous filme cette vidéo. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je la posterai, mais il est déjà disponible, donc n'hésitez pas à aller vous le procurer. Et c'était aussi voilà, une très très belle découverte, donc très contente. Et ma dernière lecture de ce mois-ci, c'est également une pièce de théâtre, mais une pièce de théâtre très originale, et je ne pensais pas du tout avoir à la lire, mais je suis très contente. C'était une vraie découverte choc. J'ai lu Une tempête d'Aimé Césaire. Alors je vous explique un petit peu le background de cette lecture. J'ai un cours pour ce semestre pour ma licence de littérature, un cours de littérature générale et comparée sur la colonisation et la décolonisation exprimée à travers les médiums de la poésie, le théâtre et la littérature plus généralement parlant. Et en fait, du coup, on va aborder pas mal d'auteurs différents, Maya Angelou, Aimé Césaire. Donc on a eu cette lecture à faire parmi d'autres. Donc Une tempête, c'est une réécriture de La Tempête de Shakespeare, qui est sa toute dernière œuvre. Une œuvre très énigmatique, Shakespeare, parce que c'est sa toute dernière, et elle est totalement imprégnée de finalement toutes ces grandes thématiques qu'il a pu aborder pendant finalement toutes les années de sa carrière. Et en fait c'est vrai que La Tempête de Shakespeare a elle-même pendant très longtemps été sujette à un certain nombre d'interprétations corrélées à la décolonisation, enfin aux problématiques de la colonisation et de la décolonisation par le personnage de Prospero, qui est un véritable tyran, et l'idée d'esclavage avec voilà, notamment le personnage d'Ariel et le personnage de Caliban bien sûr. Et donc Aimé Césaire, grand philosophe, grand penseur, notamment qui a introduit le concept de négritude, a écrit cette merveilleuse pièce qui parle, mais avec une justesse et une force extrême des problématiques liées à la décolonisation. C'était bien sûr un très grand anticolonialiste. Je suis hyper heureuse d'introduire un petit peu de diversité aussi dans mes lectures, parce que je me rends compte finalement à travers aussi le temps que, mine de rien, comme tout le monde, j'ai aussi des lectures qui assez spontanément sont finalement quand même situées en fait, donc c'est un peu problématique, parce que je me rends compte que finalement des auteurs martiniquais, des auteurs guadeloupéens, etc., j'en ai pas beaucoup dans ma bibliothèque, ce qui est quand même extrêmement dommage quand on sait qu'il y a des auteurs comme ça aussi géniaux qui peuvent être lus. Et donc voilà, je vais pas non plus épiloguer 1000 ans sur cette pièce de théâtre, parce que de toute façon elle est très très courte, et je pense que vous en dire plus ça serait potentiellement gâcher l'œuvre. C'est une vraie ode à la liberté, des passages mais bouleversants, tellement bien écrits, et je ne peux que vous conseiller de la lire, parce que c'était assez
assez choc. Et je pense que c'est le genre de lecture que tout le monde devrait faire et qu'on devrait mettre plus dans les programmes typiquement au collège, lycée, etc. Parce que bien que martiniquais, hein, Aimé Césaire est aussi un auteur français et c'est un peu dommage de les mettre à part. Bon écoutez, je me suis rendu compte que j'étais bien nulle, désolée pour cette petite transition sans transition, et que j'avais littéralement oublié de vous présenter un ouvrage, et qui en plus est un ouvrage important puisque je vous en avais déjà parlé. Il s'agit de La végétarienne de Han Kang, donc quand même, si vous avez vu la dernière vidéo sur les livres que j'aimerais lire en 2025, vous savez que c'était une lecture que je voulais absolument réaliser. C'est chose faite, et du coup je vais vous en parler un petit peu rapidement dans ce nouveau cadre d'un coup. Donc La végétarienne d'Han Kang, c'est l'histoire d'une jeune femme qui du jour au lendemain décide de vider tout son réfrigérateur en fait d'aliments faits avec des viandes, etc. et qui va devenir végane. D'ailleurs, du coup, assez mauvaise traduction parce qu'elle n'est pas végétarienne mais bien végane, mais c'est un détail. Et c'était une si bonne lecture, j'ai adoré, j'étais totalement captivée. Je pense que j'ai découvert ici une autrice qui va à coup sûr revenir cette année et les années suivantes parce que je suis tellement heureuse d'avoir découvert cette histoire qui a résonné en moi vis-à-vis de plein de réflexions sur les femmes, sur la société, sur le féminisme, etc. C'est vertigineux. Ce que je veux dire est à prendre avec des pincettes parce que ça peut être assez mal interprété. Le sujet qui me captive le plus dans la littérature et que je trouve du coup le plus compliqué à bien écrire, etc., c'est le sujet de la violence. Comment on parle de la violence, et la violence sous toutes ses formes, mentale, physique, peu importe. Et La végétarienne, c'est un livre qui recourt justement à ce sujet de la violence sous plein de formes différentes, autant physiques que psychiques, etc. Et c'est tellement bien écrit et quelque chose de totalement surnaturel dans sa manière de décrire le monde, etc. C'est une femme, Yang Ye, donc la protagoniste en fait qu'on va suivre tout au long de l'œuvre, qui est totalement désabusée en fait. Elle vit dans un monde qui ne la comprend pas, et d'ailleurs c'est très bien fait parce que le livre est séparé en 3 grands chapitres et chaque chapitre parle d'elle mais selon le point de vue d'un autre personnage, donc un coup son mari, un coup son beau-frère et finalement sa sœur, et c'est vraiment une trame narrative. Enfin oui, c'est un tout petit livre, hein, mais il se passe tellement de choses. Dans les 2 premiers, ça va beaucoup être la manière dont surtout les hommes du coup l'aperçoivent, et il y a ce point de vue sur la femme et sur l'épouse mais aussi la muse, etc. parce que son beau-frère en l'occurrence est artiste, bref, qui est assez révoltant, surtout en tant que femme quand on lit ce genre d'ouvrage. Et il y a cette ouverture vers impossible, un futur peut-être plus agréable pour les femmes avec ce chapitre avec la sœur. Donc voilà, réflexion autour de la sororité, etc. mais fait d'une manière mais tellement intelligente et je trouve nouvelle. Il y a quelque chose de très poétique en fait dans sa manière d'écrire. Et voilà, et donc je l'ai pas dit mais bon, c'est très explicite sur la couverture, c'est le prix Nobel 2024, donc c'était aussi pour cette raison-là que je voulais absolument la découvrir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait très plaisir de vous parler un petit peu de toutes ces dernières lectures, et je suis heureuse aussi d'avoir, comme je vous l'ai dit, un peu diversifié leur genre, leurs horizons, leurs origines. C'était hyper enrichissant aussi comme mois. J'espère que le mois qui arrive, là, de février, dans lequel on est littéralement, sera tout aussi enrichissant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude, je vous le mets à l'écran de toute façon, et on se dit à la prochaine.